Je m'appelle Amélie Dubois, j'ai 34 ans, et le dernier endroit où l'on s'attendait à me voir était au dernier rang de la soirée de promotion de mon frère à l'hôtel Le Bristol à Paris. Il a 29 ans, le nouveau PDG. Et là, sur scène, il se penche vers le micro et dit assez fort pour que toute la salle l'entende: certaines personnes sont tout simplement stupides, juste bonnes pour le travail en usine. Les 80 invités rient. Mes parents s'avancent avec les documents sur un plateau d'argent, lui confiant la gestion d'un complexe hôtelier de 85 millions d'euros sur la Côte d'Azur, ainsi que les clés d'une Peugeot 508 flambant neuve. Papa rayonne. Nous sommes fiers de toi, mon fils, contrairement à certaines autres qui ne font que mettre la famille dans l'embarras. Je reste assise, figée dans ma robe bon marché, jusqu'à ce qu'un inconnu en costume anthracite se glisse sur le siège à côté de moi, me presse une épaisse enveloppe dans la main et murmure: il est temps de leur montrer qui vous êtes vraiment. Laissez un commentaire ci-dessous en indiquant d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Voyons jusqu'où cette histoire se propage. Chaque matin à 5h30, je sors de mon lit dans mon 2 pièces et j'entame les 45 minutes de trajet dans ma vieille Renault Clio jusqu'à l'usine de Saint-Denis. Le moteur tousse comme s'il fumait depuis des années, mais il m'y emmène. Je pointe à 6h précises, j'enfile des chaussures de sécurité à bout d'acier et je passe les 10 heures suivantes à mon poste, les yeux rivés sur un tapis roulant qui ne s'arrête jamais. Des centaines de circuits imprimés défilent à chaque service. Mon travail consiste à repérer les défauts avant qu'ils ne soient expédiés. Si j'en manque un, tout un lot est rappelé. 35 000 € par an me permettent de payer les factures et de garder le frigo rempli de restes. La salle de pause sent le café brûlé et le yaourt à la fraise, et les néons au plafond bourdonnent comme des abeilles en colère. Je mange mon sandwich à midi, debout, car les chaises sont toujours prises, puis je retourne à la chaîne. À 16h, j'ai mal au dos, mes doigts sont ankylosés et je suis prête à affronter les embouteillages pour rentrer chez moi. De l'autre côté de la ville, mon frère se réveille quand bon lui semble dans son pantouse de la Défense. Il arrive à la salle du conseil vers 9h, café à la main, aboyant des ordres à des stagiaires qui gagnent plus en un mois que moi en 3. 250 000 € par an, plus les primes, les options sur actions et tous les avantages qui vont avec le fait d'être l'enfant chéri. Son bureau a des bails vitrés donnant sur la Seine, une salle de sport privée au dernier étage et un concierge qui gare sa voiture. Il envoie des selfies depuis des réunions sur des toits terrasses avec la légende en train de conclure des marchés. Maman et papa inondent le groupe de discussion familiale de capture d'écran de son dernier article dans un magazine. Une sorte de baratin sur la disruption de la fintech qui semble impressionnant si on n'y connaît rien. Il le tague dans chaque publication. Des cœurs et des émojis de feu partout. Mon nom n'est pas apparu dans ce chat depuis des mois. L'année dernière, pendant le service de nuit, l'alarme au méthane a hurlé. Une canalisation s'était fissurée près du quai de chargement. Le gaz s'échappait assez vite pour transformer tout l'endroit en bombe. La plupart des gars se sont figés. Je n'ai pas réfléchi, j'ai juste couru, j'ai claqué la vanne d'arrêt d'urgence et je l'ai maintenue enfoncée jusqu'à ce que le manomètre tombe à 0. 47 collègues sont sortis vivants cette nuit-là. Les lettres de remerciement se sont empilées dans ma boîte aux lettres pendant des semaines, des notes manuscrites de personnes que je connaissais à peine. Certaines comprenaient des photos de leurs enfants, d'autres de petits cadeaux comme des biscuits faits maison ou un billet de 20 €. Je les ai toutes gardées dans une boîte à chaussures sous mon lit. Je n'en ai jamais parlé à personne à la maison. À quoi bon? Ils auraient appelé ça juste faire son travail. Danielle Dubois, ma tante de Marseille, l'a découvert quand même. Elle est infirmière, fait des gardes doubles aux urgences et trouve quand même le temps d'appeler tous les dimanches. Tu as fait ce qu'il fallait, Amélie, m'a-t-elle dit la semaine dernière. La voix stable, comme toujours. Ne les laisse pas te faire sentir petite pour ça. J'ai ri pour ne pas y penser, mais ces mots sont restés. Elle m'a envoyé un colis une fois, des pansements, des barres protéinées et un mot qui disait « pour l'héroïne qui ne veut pas l'admettre ». J'ai utilisé les barres pendant les heures supplémentaires, je n'en ai jamais parlé à maman ou papa. Ils ne me demandent plus comment s'est passée ma journée. Le groupe de discussion s'illumine avec le visage d'Antoine sur un panneau d'affichage. Antoine concluant un marché. Antoine serrant la main d'investisseur. Mes réponses restent surplues. Il suppose que je vais bien, que je m'en sors,
trop occupés pour remarquer à quel point leur silence est devenu assourdissant. Je fais défiler les photos, les pouces planant au-dessus du clavier, puis je verrouille l'écran. Certains soirs, je relis les lettres des gars de l'usine, traçant l'encre avec mon doigt. Un gars a écrit « Tu m'as offert un autre Noël avec ma fille ». Un autre a dit « Je te dois la vie ». Des mots simples, mais qui pèsent plus que n'importe quelle prime dont Antoine se vante. L'atelier de l'usine est bruyant, machine, cliquetis, superviseur qui crie, radio qui crache du rap français. Je porte des bouchons d'oreilles sous mon casque, mais la vibration traverse mes os. J'ai mémorisé chaque étiquette d'avertissement sur les murs, chaque issue de secours, chaque poste de premier secours. Après l'incident, la direction a installé de nouveaux capteurs et m'a donné une plaque qui dit « Championne de la sécurité ». Elle est maintenant boulonnée au-dessus de mon poste, prenant la poussière. Personne de la maison ne l'a vue. Personne n'a demandé. Il y a une semaine, une épaisse enveloppe ivoire est arrivée par la poste, une invitation officielle de papa, frappée des armoiries de la famille. Célébration de la promotion d'Antoine au poste de PDG, disait-elle. Présence de la famille requise. Je l'ai fixé pendant 1 heure, sachant très bien qu'il ne me voulait là que comme la risée, le conte édifiant à côté du succès d'Antoine. Pourtant, j'ai marqué la date sur mon calendrier. Daniel a dit « Vas-y si tu veux, mais ne te laisse pas marcher sur les pieds ». J'ai hoché la tête même si elle ne pouvait pas me voir. À 19h ce soir-là, mon téléphone a vibré sur le comptoir de la cuisine pendant que je réchauffais du riz. Le nom d'Antoine s'est affiché. Le message était court. Ne viens pas à la fête. C'est embarrassant. Vendredi soir, au Bristol, la salle de bal bourdonnait de 80 invités en costume sur mesure et robes de cocktail. Des lustres en cristal jetaient une lueur chaleureuse sur les tables couvertes de lin et les serveurs circulaient avec des plateaux de flûte de champagne. Je me suis glissé par une porte latérale, toujours en pantalon et chemisier de travail, ignorant les regards. Daniel Dubois, ma tante, qui était montée de Marseille, m'a repéré la première et m'a fait signe de la rejoindre à sa table près du mur. Elle portait une simple robe bleu marine, sans autre bijou que son alliance, et m'a serré brièvement dans ses bras avant que nous nous asseyions. Antoine Dubois est monté sur scène comme s'il possédait l'endroit, micro à la main, arborant ce sourire étudié. Il a commencé son discours sur l'innovation et le leadership, puis a fait une pause pour les faits. Le succès exige une vision, a-t-il dit, ses yeux balayant la foule jusqu'à ce qu'il se pose sur moi. Tout le monde ne l'a pas. Certains sont tout simplement stupides, juste bons pour le travail en usine. Des rires ont parcouru les invités, quelques-uns applaudissant en accord. La chaleur m'est montée au visage, mais je suis restée assise, fixant le sol. Daniel a passé la main sous la table et m'a serré le genou, sa prise ferme. Papa, Walter Dubois, l'a rejoint sur le devant de la scène, le bras autour des épaules d'Antoine. Maman, Gaëlle Dubois, a suivi avec une boîte en velours et un épais dossier. Elle a ouvert le dossier sur le podium, révélant des photos glacées d'une vaste propriété en bord de mer avec des villas privées et des piscines à débordement. Pour célébrer ton nouveau rôle de PDG, a annoncé papa, sa voix résonnant dans les haut-parleurs. Nous te transférons la gestion du complexe hôtelier de 85 millions d'euros sur la Côte d'Azur. Des acclamations ont éclaté. Maman a fait pendre les clés de la Peugeot de son doigt, les laissant capter la lumière. Et cette beauté est à toi pour conduire tout ça avec style. Antoine a pris les clés, souriant largement, et les a levées comme un trophée. Maman s'est ensuite penchée vers le micro. Nous sommes si fiers de toi, mon fils. Contrairement à certaines autres qui ne font que mettre la famille dans l'embarras. Plus d'applaudissements, plus fort cette fois. Des chuchotements fusaient des tables voisines, les yeux se tournant vers moi. Une femme en perles murmura à son mari. C'est la sœur, n'est-ce pas? Celle qui répare les machines. Il gloussa. La main de Daniel se resserra sur la mienne. Je sentis le poids de chaque regard, la pièce se rétrécissant autour de moi. Papa a sorti une seule feuille de la poche de sa veste, un formulaire préimprimé avec l'entête du bureau de gestion du patrimoine familial. Il listait les actifs provisoires, y compris le complexe hôtelier désormais au nom d'Antoine. Il m'a fait signe. Amélie, viens ici.
Signe cette renonciation au droit de succession. Officialise les choses pour ton frère. La salle s'est tue, toute l'attention se déplaçant. Les conversations sont mortes en pleine phrase. Je me suis levé lentement, les jambes lourdes, et j'ai parcouru l'allée entre les tables. Les invités s'écartaient, certains avec un sourire narquois, d'autres évitant mon regard. La moquette étouffait mes pas, mais les battements de mon cœur résonnaient fort. Sur scène, papa a brandi le papier. La renonciation exigeait d'abandonner toute prétention sur les actifs jusqu'à la liquidation finale de la succession, donnant ainsi immédiatement le contrôle à Antoine. Antoine souriait narquoisement à côté de lui, les bras croisés. Maman ajustait son collier, regardant partout sauf vers moi. Le stylo semblait lourd dans la main tendue de papa. Je l'ai pris, le métal froid contre ma peau. La ligne de signature me fixait, vierge et accusatrice. Les invités se penchaient en avant sur leur siège. Le flash d'un appareil photo a crépité au premier rang. Daniel s'est à moitié levé de sa chaise, mais s'est rassise, les lèvres pincées. J'ai serré le stylo plus fort, les jointures blanches. Ma main tremblait alors que je l'abaissais vers la page. La pointe a touché le papier, et une perle d'encre a coulé, tachant mon pouce. L'encre venait juste de tacher mon pouce quand la porte latérale a grincé derrière la scène. Maître Thibault Leroy, un homme de 72 ans en costume anthracite et cravate desserrée, est entré dans la salle de bal, portant une vieille mallette en cuir. Les têtes se sont tournées lentement au début, puis plus vite alors que la reconnaissance vacillait sur quelques visages. Il se déplaçait avec détermination, ignorant les murmures, et s'est arrêté au bord de la scène. Le visage de papa s'est crispé en un masque d'irritation. La main de maman s'est envolée vers ses perles, les tordant nerveusement. Antoine a déplacé son poids d'un pied à l'autre, les clés de la Peugeot pendant toujours de ses doigts comme un trophée qu'il n'était soudainement plus sûr de vouloir tenir. Maître Leroy s'est éclairci la gorge une fois, un son sec qui a coupé le faible bourdonnement de la conversation. « Excusez l'interruption », a-t-il dit, la voix stable, mais assez forte pour faire taire la pièce sans crier. « Je suis maître Thibault Leroy, ancien avocat d'Éléonore Dubois. » Il a posé la mallette sur une table vide à proximité et l'a ouverte avec des clics délibérés. Les invités se sont penchés en avant sur leur siège. Les téléphones qui avaient été levés pour enregistrer le moment de la renonciation se sont maintenant légèrement abaissés, incertains. La prise de Daniel sur mon bras s'est desserrée alors qu'elle le fixait, la bouche légèrement ouverte. Il a sorti un épais dossier estampillé d'un sceau notarial daté d'il y a exactement 10 ans. Madame Dubois a fait authentifier ce testament dans mon étude la semaine précédant son dernier séjour à l'hôpital, a expliqué Maître Leroy, tenant le document assez haut pour que les premiers rangs puissent voir le sceau en relief. L'original a été remis à la famille après son décès, comme l'exige la loi. Il a marqué une pause, les yeux fixés sur papa, mais il a été détruit peu après les funérailles, brûlé dans la cheminée du jardin, selon 2 membres du personnel de maison qui ont signé des déclarations sous serment. Des halètements ont parcouru la foule comme une vague. La mâchoire de papa s'est contractée si fort que je pouvais voir le muscle tressaillir. Maman a murmuré quelque chose d'urgent à Antoine, qui a secoué la tête violemment. Maître Leroy a sorti une tablette de la mallette et a tapoté l'écran avec une efficacité étudiée. Une vidéo a commencé à jouer, projetée sur le grand écran derrière le podium, où la bannière de promotion d'Antoine était toujours accrochée. Grand-mère Éléonore est apparue, assise dans son fauteuil préféré près de la fenêtre, frêle mais le regard vif, un plaid sur les genoux. « Si vous regardez ceci, » a-t-elle dit, la voix claire malgré l'âge et la maladie, « cela signifie que je suis partie et que quelqu'un essaie de déformer mes dernières volontés. » Amélie a sauvé des vies. Des vies réelles, pas seulement des chiffres sur un écran. Elle hérite de tout. Sans condition. Sans délai. Le clip s'est terminé brusquement. La pièce s'est figée dans un silence stupéfait. Daniel s'est levé d'un bond à côté de moi. « Arrête ça », a-t-elle crié, pointant directement papa du doigt. « C'est le vrai testament de maman. Tu ne peux pas prétendre qu'il n'existe pas. » La sécurité près de l'entrée principale a hésité, cherchant des instructions du regard de papa, mais il était trop occupé à fixer Maître Leroy. Maître Leroy a levé une main pour la calmer, puis s'est retourné vers la foule avec le dossier ouvert. Il a tenu le document pour que tous le voient,
des pages de texte juridique, des signatures à l'encre bleue, des dates tamponnées en rouge. Cette copie certifiée conforme, déposée au tribunal le même jour que l'original, transfère l'intégralité du patrimoine de 65 millions d'euros à Amélie Dubois, a-t-il annoncé, la voix claire et retentissante, explicitement parce qu'elle a sauvé 47 vies dans cet incident à l'usine l'année dernière. Pas de gestion provisoire, pas de renonciation, c'est final et exécutoire. Antoine s'est avancé d'un pas, cette info, a-t-il hurlé, le visage rouge. Papa l'a attrapé par le bras, le tirant en arrière d'un coup sec. Le visage de maman a perdu toute couleur. Elle s'est agrippée au bord du podium pour se stabiliser. Les invités échangeaient des regards ébahis, certains sortant à nouveau leur téléphone pour enregistrer le chaos. Quelques investisseurs près du front se sont levés, murmurant à propos de diligences raisonnables. Maître Leroy a continué à lire des clauses à voix haute, des listes d'actifs, y compris le complexe hôtelier de la Côte d'Azur, des fonds en fiducie, des comptes à l'étranger. La clause pénale si quelqu'un forçait une signature sous la contrainte. Chaque mot tombait comme un marteau sur du verre. Je me tenais là, sur scène, le stylo planant toujours au-dessus de la renonciation, l'eau dans mon verre clapotant à cause de ma main tremblante. La renonciation sur le podium semblait ridicule maintenant, un accessoire dans une pièce de théâtre dont le scénario venait de changer complètement. Maître Leroy a croisé mon regard à travers les lumières. Éléonore savait ce que vous avez fait, Amélie. Elle a vu les rapports de l'inspection du travail, les lettres de ses ouvriers. C'est à vous. Ça l'a toujours été. Maître Leroy n'attendit pas que le silence s'installe. Il ouvrit sa mallette et en sortit une pile de documents de 8 cm d'épaisseur, reliés par un cordon rouge, la laissant tomber avec un bruit sourd qui coupa court au murmure stupéfait. Parlons preuve, dit-il, la voix calme mais portant jusqu'au fond de la salle. La première page était le rapport d'incident officiel de l'inspection du travail, 8 pages de schéma, de déposition de témoins, et le nom d'Amélie encerclé au marqueur rouge. Ceci confirme la fuite de méthane qu'Amélie a arrêtée en fermant manuellement la vanne sous pression, expliqua Maître Leroy, le tenant en l'air pour que les premiers rangs puissent voir le sceau officiel. Il passa à la section suivante. 47 lettres de remerciement manuscrites des ouvriers qu'elle a sauvés, datées, signées, avec même des photos de leur famille dans certaines. Il les étala sur la surface dans des pochettes en plastique, toutes des copies certifiées conformes pour le tribunal. Il fit glisser ensuite des relevés bancaires, des impressions nettes avec des lignes surlignées. 2 millions d'euros versés anonymement pour l'amélioration de la sécurité de l'usine, de nouveaux systèmes de ventilation, des capteurs avancés, des programmes de formation obligatoires pour les 3 équipes. Les virements provenaient d'un fonds de dotation lié à Amélie par des déclarations fiscales. Elle n'en a jamais revendiqué le crédit sur aucune plateforme publique. Finalement, il sortit une plaque encadrée de l'étui. Prix national de la sécurité au travail, décerné à Amélie Dubois en avril dernier à Paris pour son courage exemplaire en situation de crise par le ministère du Travail. Les lettres dorées brillaient sous les lustres. Maître Leroy se tourna vers un dossier plus mince intitulé « Antoine Dubois » en caractères noirs et gras. Il étala 3 impressions glacées de publications LinkedIn. Antoine en smoking à des galas de charité, posant avec des chèques surdimensionnés libellés au nom d'hôpitaux pour enfants et d'organismes de secours en cas de catastrophe. Il était l'orateur principal rémunéré à chaque événement, dit Maître Leroy, la voix plate. 50 000 € au total virés directement sur son compte personnel dans les 48 heures. Les factures jointes montraient que les œuvres de charité ne recevaient rien après les frais administratifs et les remboursements de voyage. Une chaîne de mai révélait qu'Antoine négociait des tarifs plus élevés tout en promettant que l'argent changerait des vies dans sa présentation. Une autre le montrait rejetant une demande d'audit de suivi. Daniel se leva de nouveau, sortant un papier plié de son sac à main avec des mains stables. Il y a 2 ans, Amélie m'a emprunté 5 000 €, annonça-t-elle en dépliant la reconnaissance de dette manuscrite sur du simple papier de cahier, daté avec la signature d'Amélie en bas et une colonne de remboursement de 50 € cochée chaque semaine à l'encre bleue. En espèces, pas de virement bancaire, pour 20 extincteurs industriels que le budget de l'usine ne pouvait pas couvrir après une réunion de réduction des coûts. Elle le tint haut. Elle a remboursé chaque centime sur son salaire, n'en a jamais manqué un, même lorsque les heures supplémentaires ont été annulées.
Le visage de papa devint violet, les veines saillantes sur ses tempes. Maman se serra la gorge, ses perles s'enfonçant dans sa peau. Les poings d'Antoine se serrèrent à ses côtés, les jointures blanches. Les invités s'agitèrent sur leurs sièges, certains filmant ouvertement maintenant, d'autres chuchotant à propos de conseils d'administration, d'audits et de poursuites judiciaires potentielles. Un capital risqueur au premier rang se leva et demanda à voix haute, « Le conseil d'administration est-il au courant de ces anomalies ?» Son partenaire hocha la tête, tapant déjà sur une tablette. La sécurité s'approcha, mais s'arrêta lorsque Maître Leroy leva la main. Il empila de nouveau les documents en pinettes, chacune étiquetée et ongletée. « Chaque pièce ici est déposée auprès du tribunal des successions, continua-t-il. La clause pénale s'active immédiatement en cas de tentative de signature sous la contrainte, ce dont nous venons d'être témoins. » Il désigna la renonciation, toujours sur le podium, avec sa tache d'encre et tout le reste. Antoine explosa, la voix craquant. Ce n'est qu'une ouvrière d'usine. Elle ne le mérite pas. Les portes s'ouvrirent à nouveau brusquement. Gilles Pic, le directeur financier de l'entreprise, se précipita à l'intérieur, le visage livide, une tablette serrée contre sa poitrine. Il se dirigea droit vers la scène, manquant de trébucher sur le pied d'une chaise qui dépassait du premier rang. Le vote d'urgence du conseil d'administration vient de passer, alta-t-il, faisant glisser son doigt tremblant sur l'écran. La clause pénale a été déclenchée. Un fonds de prévoyance de 18 millions d'euros est transféré à Amélie Dubois, avec effet immédiat. Le projecteur afficha la confirmation du virement, les numéros de compte en gras, les horodatages en vert, les signatures numériques de 3 fiduciaires indépendants. Papa se jeta sur la tablette à deux mains. « Vous ne pouvez pas faire ça. » Gilles la retira hors de sa portée. « Les actifs sont gelés dans toutes les filiales, continua-t-il, la voix s'élevant au-dessus du chaos grandissant. Un audit judiciaire indépendant commence à l'aube. Aucun accès jusqu'à autorisation. » La bannière de promotion d'Antoine disparut de l'écran, remplacée par une bannière rouge, compte suspendu, du portail de la banque en temps réel. Le contrat de gestion du complexe de la Côte d'Azur est révoqué. Le titre de propriété de la Peugeot est saisi. Les dépanneuses sont devant le service de voiturier en ce moment même. Antoine hurla de manière incohérente, chargeant Gilles comme un taureau. La sécurité le plaqua à mi-course. 2 gardes lui immobilisèrent les bras derrière le dos tandis qu'un troisième appelait des renforts par radio. Des notes de frais frauduleuses totalisant plus de 200 000 euros, lut Gilles sur la tablette, faisant défiler rapidement. Le Conseil a voté la résiliation unanime pour faute grave, sans indemnité de non-concurrence. Maman s'effondra sur une chaise, sanglotant dans ses mains si fort que ses épaules tremblaient. Papa resta figé, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau, les yeux allant de l'écran à son fils sur le sol. Daniel m'enlaça fermement, me serrant assez près pour que je puisse sentir son parfum de lavande. Je laissai tomber le stylo de mes doigts, le regardant rouler sur le podium et laisser une dernière tache d'encre sur la renonciation. « Je n'ai plus besoin de cette famille, dis-je, la voix stable pour la première fois de la soirée. C'est fini. » 3 mois plus tard, je me tenais devant le nouveau centre de formation à la sécurité de Lyon. L'enseigne indiquait « Fondation Sécurité Dubois » en lettres d'acier audacieuses au-dessus de larges portes en verre qui s'ouvraient automatiquement. À l'intérieur, les instructeurs certifiaient 1500 ouvriers d'usine cette semaine-là seulement. Des exercices pratiques avec des extincteurs, des simulations de risque à l'aide de casques de réalité virtuelle, des protocoles d'urgence pratiqués sur des chaînes de montage factices. Mon équipe dirigeait le programme, entièrement financé par le paiement du fonds de prévoyance. Pas de conférence de presse, pas de cérémonie d'inauguration, juste des résultats. Des usines de Paris à Marseille envoyaient des équipes en rotation. Les taux d'accidents ont chuté de 28% au premier trimestre, selon les rapports de l'État. J'ai acheté un 3 pièces à Saint-Germain-en-Laye. Une rue calme bordée de platanes, un cerisier dans la cour, une vue sur le parc depuis le balcon du 2e étage. Les matinées commençaient avec un café noir sur la terrasse en lisant des revues professionnelles. Les soirées avec de longues promenades le long de la Seine où les péniches dérivaient sous des ciels roses. Le travail à l'usine était derrière moi.
Je consultais à distance pour des améliorations de la sécurité à l'échelle nationale, ne voyageant que lorsque c'était nécessaire. Antoine rangeait des étagères dans un entrepôt à Rungis. 12 € de l'heure. Pas d'avantages sociaux, des services commençant à 5 heures du matin. Il scannait des codes-barres avec un appareil portatif, chargeait des camions avec des palettes d'électronique, évitait le contact visuel avec d'anciens collègues qui chuchotaient à propos du scandale du gala chaque fois qu'il passait. Walter et Gaël louaient un 2 pièces à Créteil, mur beige, carrelage fissuré dans la cuisine, une piscine de la résidence qui sentait le chlore. Ils ont vendu le Penthouse de la Défense pour couvrir les frais de justice croissants. Le complexe de la Côte d'Azur est allé aux créanciers après que la banque en a pris le contrôle. Fini les salles de conseil. Fini les galas. Fini les jets privés. Daniel montait de Marseille tous les dimanches dans sa vieille Honda Accord. Nous cuisinions des pâtes avec du basilic frais de mon balcon, regardions de vieux films sur un écran de 65 pouces, parlions de tout sauf du passé. Aucun appel des autres. Pas de SMS, pas de rencontre fortuite à l'épicerie. Le silence est devenu la nouvelle norme, et je l'ai accueilli. Je me suis appuyé sur la balustrade du balcon au coucher du soleil, les vagues s'écrasant en bas contre la digue. L'argent n'achète pas une conscience.